Alors merci Monsieur le Président. Donc c'est vrai que le titre de mon intervention est assez audacieuse. Alors j'ai eu toutes les peines du monde à la traiter, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver deux axes pour répondre à cette problématique. Et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, puisque c'est moi qui me suis tout seul donné le sujet, que personne ne me l'a imposé. Donc si je peux m'en prendre à quelqu'un, ce n'est qu'à moi-même. D'ailleurs, j'en profite pour dire en passant que ça pourrait être un sujet de thèse et que donc du coup toutes les problématiques ne seront pas traitées ce soir. Alors, qu'est-ce que le sommeil? Dans le sommeil, on doit le distinguer évidemment de la mort, puisque c'est un état physiologique temporaire qui est immédiatement réversible. Donc c'est pour ça qu'on distingue de la mort, parce que c'est immédiatement réversible, alors que la mort, vous savez tous que ça ne l'est pas, qui se caractérise donc par la suppression de la vigilance et par le ralentissement du métabolisme. Donc tout le monde aura reconnu la définition du sommeil, préalable nécessaire à un travail sur le droit au sommeil. Alors je voudrais aussi introduire l'idée que, alors on assimile souvent le sommeil à une période d'ennui, qui serait un passage obligé répondant uniquement à la nécessité de se régénérer. Donc on a vu avec monsieur de Montvalon, excusez-moi, maître ou monsieur, je sais plus, que le sommeil était un absolu tout à fait nécessaire pour être en forme, et que le manque de sommeil entraînait des maladies d'une gravité particulière comme le cancer, le diabète et toute autre réjouissance. Donc, comme l'a dit Arnaud, on peut rêver durant le sommeil. Dans le sommeil, il ne doit pas être opposé au sentiment de liberté qu'on pourrait avoir, notamment lors d'activités de loisirs ou d'activités récréatives. Et comme l'a dit Freud, le rêve est l'accomplissement d'un souhait. Qui n'a jamais imaginé, durant son rêve, sortir avec la plus belle femme du quartier ou être qualifié aux fonctions de maître de conférence, comme ça, en un claquement de doigts. Donc, on a, durant le rêve, un très grand sentiment de liberté. Et d'ailleurs, quand on se réveille, quand on se rend compte que ce n'était qu'un rêve, on est très très déçu. J'imagine que vous avez tous vécu ça, moi le premier. Donc voilà, le sommeil, c'est quelque chose qui ne doit pas être opposé, qui ne doit pas être vécu comme une période d'ennui. Le sommeil en lui-même peut aussi être une fête. D'ailleurs, quand on s'endort aussi, ça peut être un moment très agréable. Alors me direz-vous, le sommeil, quel lien entre le sommeil et la nuit? Bon, alors évidemment, l'homme est un animal diurne, ce qui fait qu'il doit dormir la nuit, ça a déjà été expliqué. Mais me direz-vous, on peut aussi dormir durant la journée. On peut faire la sieste. Ben, c'est tout à fait juste, on peut faire la sieste. Mais est-ce qu'il existe un droit à la sieste? Donc c'est la question, est-ce qu'il existe un droit à la sieste? Et plus précisément, est-ce qu'il existe un droit à la sieste au travail? Donc c'est la question qu'on peut se poser. Il y en a qui militent pour un droit à la sieste au travail, moi le premier d'ailleurs. Et je sais que je serais bien content des fois de pouvoir dormir pour repartir sur de meilleures bases ensuite. Mais ce droit à la sieste au travail, en droit français, n'existe pas. Alors, on rigole tous, évidemment, ça peut paraître complètement incongru que de consacrer un droit à la sieste. Mais en Chine, ce droit, il est constitutionnellement garanti par l'article 43 de la Constitution chinoise. Donc, en France, c'est pas encore le cas. Et même au contraire, un salarié qui serait attrapé en train de dormir durant la nuit encourt le licenciement pour faute grave, d'accord? Donc, c'est vraiment pas un droit qui est reconnu en France. On en est loin, et culturellement, c'est vrai qu'on est loin de la reconnaissance du droit à la sieste. Qu'en est-il cependant du droit de dormir durant la nuit? Donc c'est bien l'objet du colloque. Est-ce qu'on a le droit de dormir durant la nuit? Est-ce qu'il existe des normes qui garantissent ce droit de dormir durant la nuit? Donc ça a failli être le cas. Dans mon intervention, on aurait pu s'arrêter là, puisque Roger Léron, au moment de l'écriture de la Charte de l'environnement, a expressément formulé l'idée d'intégrer le droit de dormir entre 22h et 6h dans la Charte de l'environnement. Donc ça n'a pas été constitutionnalisé, ce qui fait qu'il n'existe aucune norme juridique qui garantisse le droit de dormir durant la nuit. Alors, il n'existe aucune norme juridique qui garantisse le droit de dormir durant la nuit. Donc ce droit ne peut être garanti que de manière indirecte. Donc ce sera tout l'objet de mon intervention. Ce droit ne peut être garanti que de manière indirecte. Donc on peut avoir des allusions au sommeil dans les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 3 qui interdit les peines et traitements inhumains ou dégradants. L'article 8 qui garantit le droit au respect du domicile. Donc pas d'allusion, une allusion juste indirecte au droit au sommeil. Pareil pour le préambule de la Constitution de 46. Qui dispose que, l'alinéa 11 dispose que la nation garantit à tous la protection de la santé et du repos. Donc là, l'allusion n'est aussi qu'indirecte, puisque pour être en bonne santé, il faut dormir, ça a déjà été expliqué. Et le repos ne saurait pas être confondu avec le sommeil. Le sommeil et le repos, ce sont deux choses différentes, comme en atteste notamment la célèbre revendication ouvrière des 3-8. Les ouvriers disaient on veut 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil, dont le repos et le sommeil ne sauraient être confondus.
Après, on peut aussi citer, donc je vais être assez bref, l'alinéa 2 de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui dit que le maire est habilité à réprimer les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants. Donc là, c'est pareil, on n'a pas véritablement de droit au sommeil, c'est le repos toujours qui est prévu, même si ce sont les rassemblements nocturnes. Donc bon, l'allusion est ici un petit peu plus claire. Donc il résulte de cet inventaire non exhaustif, excusez-moi, je vais m'en remettre, du droit positif, que le droit au sommeil n'est pas garanti directement. Alors comment ce droit au sommeil est-il garanti? Parce qu'il est garanti en réalité, mais comment est-il garanti? Donc comme cela a été préalablement indiqué par Luc de Montvalon, il faut tout d'abord, pour pouvoir dormir, eh bien qu'on ne travaille pas la nuit et que le temps de travail soit limité. Donc c'est un préalable qui est tout à fait nécessaire. Il faut pouvoir avoir le temps de dormir et pour cela, il faut évidemment ne pas être au travail. Mais aussi important soit-il, ce temps au repos ne saurait cependant suffire, puisque le sommeil doit en tant que tel faire l'objet d'une protection. Donc pour moi, le droit au sommeil est garanti de deux manières. Eh bien, tout d'abord, il est garanti par le fait que chacun doit pouvoir accéder à un espace physique qui soit digne. Dans cet espace physique, je reprends le terme de la Cour européenne des droits de l'homme, qui indique que sur le fondement de l'article 8, toute personne a le droit d'accéder à un espace physique qui soit digne, et rajoute cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont elle doit pouvoir jouir en toute tranquillité. Donc si on doit bien retenir quelque chose de mon intervention, c'est ça, c'est que le droit au sommeil n'est pas garanti directement, il est indirectement. Comment? Par la possibilité qu'a chacun d'avoir un toit au-dessus de la tête, et par la possibilité qu'a chacun de pouvoir dormir sans qu'il y ait des bruits ou des nuisances lumineuses qui viennent perturber le sommeil. Donc l'intérêt de la communication, c'est de montrer cette première chose-là, que le droit au sommeil est garanti de manière indirecte, et le deuxième intérêt est de montrer aussi qu'il est mal garanti. Ce droit au sommeil, non pas parce qu'il est garanti de manière indirecte, mais parce que les moyens qui sont mis à son service ne sont pas suffisants. Alors tout d'abord, premier point, la garantie d'un espace physique digne. Donc pour pouvoir dormir, tout d'abord, il faut avoir un endroit dans lequel on puisse dormir de manière satisfaisante. Donc cet endroit ne sera pas la rue, évidemment. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais ça ne garantit pas leur droit au sommeil. Donc ça pourrait être un logement ou la prison. Ou alors je passe encore l'encellulement durant les périodes de garde à vue. Donc pour pouvoir dormir de manière satisfaisante, on aura soit le logement, soit la prison. Et on aura aussi les dispositifs d'hébergement d'urgence, sujet qui sera traité par Thibault. Donc les deux points donc, de ce droit à un espace physique digne sont le logement et la prison. Ce seront les grands A et les grands B. Alors le problème du logement, il est évident, vous l'avez tous constaté. On assiste depuis de nombreuses années à une crise du logement. Donc l'offre de logement est insuffisante au regard de la demande de logement, ce qui a un effet inflationniste sur les loyers. Cela a un effet inflationniste sur les loyers, et ça conduit certains propriétaires peu scrupuleux, qu'on appelle les marchands de sommeil, à louer des biens qui sont insalubres et ils sont loués à des prix au surplus qui sont prohibitifs. Donc l'État va intervenir pour produire du logement social, pour encadrer les loyers, pour lutter aussi contre le mal logement, ce qui sera ici seulement traiter le mal logement. Donc le mal logement, la lutte contre le mal logement, elle s'inscrit tout d'abord dans le cadre de l'objectif de valeur constitutionnelle qui a été dégagé par le Conseil constitutionnel en 1995, selon lequel toute personne doit avoir la possibilité d'accéder à un logement décent. Cette lutte contre le mal logement s'inscrit également dans le cadre de la politique de renouvellement urbain qui a été imprimée au droit de l'urbanisme par la loi SRU du 13 décembre 2000 et qui vise donc du coup à répondre à la demande en logement sans artificialiser davantage les sols. Alors le problème du mal logement, de manière générale, il est assez important puisque comment trouver le sommeil dans des conditions satisfaisantes dans un logement qui est trop petit et qui est insalubre. Donc qui est insalubre notamment à cause de l'humidité qui s'y développe et notamment aussi à cause dont l'humidité se développe à cause de son manque d'isolation qui est énergétique mais qui est aussi phonique. Donc dans un logement insalubre et qui est mal équipé, on est trop serré, il y a le bruit de la rue qui nous réveille et puis ça sent mauvais. Donc c'est très difficile de pouvoir dormir là-dedans. Alors comment on fait pour lutter contre le mal logement? Donc il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de lutter contre le mal logement. Mais malgré l'abondance de ces dispositifs, le mal logement ne recule qu'à la marge. Alors je vais être très rapide. Quels sont ces dispositifs? Il y a un dispositif pénal tout d'abord qui prévoit qu'une personne qui loue un logement indécent à une personne qui est dans un état de vulnérabilité est passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc là, l'intérêt, c'est d'éviter que des logements insalubres soient mis sur le marché.
Mais une fois que ces logements insalubres existent, encore faut-il pouvoir les repérer pour y remédier, pour mettre en œuvre les traitements qui pourront remédier à l'insalubrité de ces logements. Bon, il y a plusieurs dispositifs. Il y a les programmes locaux de l'habitat qui servent à repérer ces logements. Il y a les procédures de résorption de l'habitat insalubre qui permettent au préfet d'imposer aux propriétaires de réaliser des travaux que la personne publique réalisera elle-même en lieu et place du propriétaire si ce dernier est défaillant. Et puis surtout, on a des dispositifs financiers qui permettent donc d'aider les propriétaires qui voudraient engager des travaux de rénovation. Donc ces dispositifs, ils sont attribués par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, aides qui peuvent être abondées par l'État et autres collectivités publiques si une OPAH est mise en place, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et puis une dernière pierre à la lutte contre les marchands de sommeil a été posée par la loi ALUR, puisque les collectivités territoriales peuvent établir des périmètres dans lesquels les mises en location seront soumises à un permis. Donc il y aurait un permis de louer. Alors pourquoi, malgré tous ces dispositifs, le mal logement peine à reculer? Bien tout d'abord, le mal logement peine à reculer parce que les subventions qui sont attribuées par l'ANA sont très nettement insuffisantes. Il y a à peu près 126 millions d'euros qui sont affectés par l'ANA à la remise en état des logements, ce qui fait qu'elle peut réhabiliter maximum 10 000 logements par an et que les 3/4 des demandes de subventions ne peuvent pas être honorées par l'ANA. Puis ensuite, on a aussi un manque de moyens humains. Les personnes qui sont chargées de mettre en place les procédures de résorption de l'habitat insalubre sont pas en nombre suffisamment important pour remédier à ce problème. Alors, on le voit, le droit au sommeil est déjà grandement hypothéqué dans le logement, dans le bâti privé, et il est encore plus dans les prisons. Donc, ce sera le deuxième point de cette première partie. Donc, le droit au sommeil en milieu carcéral ne peut être né qu'hypothétique en réalité. Alors, on a une célèbre jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons. Mais là, on peut paraphraser la CEDH en disant que le droit au sommeil ne saurait s'arrêter à la porte des prisons. Alors, à titre préliminaire, on peut rappeler qu'en prison, le sommeil ne saurait être absolu pour d'évidentes raisons d'ordre public et la volonté de prévenir les évasions qui ont souvent lieu la nuit. Donc, les détenus, le personnel pénitentiaire doit avoir la possibilité de s'assurer de la présence des détenus dans les prisons. Donc, pour cela, les cellules doivent pouvoir être éclairées, mais précise le code de procédure pénale, sans que cela puisse empêcher le sommeil. Alors, malgré le fait que pour des raisons d'ordre public, le droit au sommeil ne puisse prospérer de la même manière que dans un logement privatif, les détenus ont quand même le droit à la sécurité et à la dignité, nous rappelle l'article 716 du code de procédure pénale. Mais l'incident est le constat de la dégradation de l'état des prisons et de la surpopulation carcérale. On a un rapport sénatorial qui rappelle à très juste titre et qui indiquait qu'il y avait pour titre, un titre évocateur, « Prison, une humiliation pour la République ». Donc j'aurais pu faire passer des photos qui ont été prises par le contrôleur général de privation des lieux de privation de liberté, qui montrent comment les prisonniers s'entassent dans des prisons qui sont insalubres, donc ça porte atteinte à leur droit au sommeil. Alors le droit au sommeil en prison, il est garanti en fait par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque les requérants se fondent sur cette disposition pour attaquer les États soit qui portent atteinte à leur droit au sommeil en les privant volontairement du sommeil, comme ça peut être le cas durant l'Inquisition ou dans les goulags en Russie, comme le rappelle Alexandre Solzhenitsyn notamment. Mais ça a encore lieu dans les prisons de pays membres de la CEDH, malheureusement. Donc la privation de sommeil volontaire, elle tombe sous le coup de l'article 3. Donc l'article 3 permet de garantir indirectement le droit au sommeil. Mais le droit au sommeil est aussi hypothéqué par les conditions de détention qui sont exécrables dans les prisons et qui sont liées à l'exiguïté des lieux d'enfermement des prisonniers et de leur insalubrité. Donc on a plusieurs arrêts qui sont assez évocateurs, ils sont assez prenants. Donc la Russie a par exemple été condamnée parce qu'un détenu était obligé de partager son lit avec un autre détenu. On a un autre arrêt qui condamne également la Russie parce que les détenus devaient dormir à tour de rôle toutes les 8 heures dans une cellule qui était en permanence éclairée. Alors me direz-vous, la France est à l'écart de ces condamnations? Pas du tout. En France, notamment dans une prison à Nouméa, donc alors là c'est assez prenant, c'est assez irréel. Il y a un prisonnier qui dormait par terre sur un sol humide et crasseux. L'humidité, la crasse de la prison venait du fait qu'à chaque fois que la personne qui utilisait les toilettes, l'eau sortait des toilettes et allait se mettre sous le matelas de la personne qui dormait dessus. Cette personne était entre les toilettes et celui qui dormait à côté. Donc le gars qui allait aux toilettes la nuit, marchait sur le mec qui était au milieu. Enfin, c'est assez prenant.
Donc voilà, je vais écourter un petit peu, parce que je me suis un petit peu emballé là, j'ai pas vu le temps passer. Alors je vais passer directement à la nécessaire garantie d'un espace physique qui doit être calme. Donc pour pouvoir dormir paisiblement, encore faut-il qu'il n'y ait pas de bruit dans la rue, ce qui est assez problématique puisque la nuit, on l'a vu, c'est un moment aussi où les activités récréatives, festives et de loisirs doivent aussi pouvoir prospérer. Donc il faut trouver un équilibre entre les nécessaires droits au sommeil et le fait que les activités récréatives puissent pouvoir prospérer. Alors comment on fait? Donc il y a 2 points. Le premier point, je vais évoquer les différents dispositifs qui permettent de lutter contre les nuisances sonores nocturnes. Alors comment on fait pour lutter contre les nuisances sonores nocturnes? Premier élément, on met à l'écart des zones habitées les activités qui sont sources de nuisances. Donc là, le droit de l'urbanisme permet aux maires de refuser des constructions des constructions qui polluent d'un point de vue des industries polluantes et qui sont sources de nuisances. On les met à l'écart des zones habitées. Mais ça peut pas fonctionner toujours. Donc on doit aussi pouvoir contrôler le bruit qui est provoqué dans les zones habitées. Donc le premier bruit qui est provoqué dans les zones habitées, c'est le bruit des transports. Donc comment on fait pour limiter le bruit des transports? Eh bien on essaie de construire des villes qui soient multifonctionnelles. On va pas mettre un centre commercial d'un côté, l'habitat de l'autre. On va essayer de tout réunir dans une ville pour éviter que les gens aient à utiliser la voiture. Donc en pouvant se déplacer à pied, théoriquement ça fait un petit peu moins de bruit. Ensuite, on va interdire la construction autour des aéroports. Ça se fait par l'intermédiaire des plans d'exposition au bruit. Et puis surtout, donc évidemment, je vais parler très rapidement des pouvoirs de police du maire et du préfet qui lui permettent de prévenir les atteintes aux activités, qui permettent de prévenir les atteintes à la tranquillité publique. Et sur ce fondement, donc on a à Toulouse notamment, le maire a interdit aux bars d'ouvrir après 2h du matin. On peut interdire aux discothèques de fermer avant 7h du matin. Donc il y a tout un tas de il y a tout un tas de mesures qui peuvent être prises sur le fondement de la police générale, mais aussi il y a beaucoup de police spéciale. Donc il y a la police des débits de boissons. Le préfet peut également s'opposer à la tenue d'une rave party si les conditions qui ont trait à la tranquillité publique ne sont pas réunies. Donc voilà, le dispositif est assez conséquent. Je renverrai à ma contribution écrite pour cela. Et puis un dernier point, quelles sont les actions contentieuses qui peuvent être menées si des nuisances sonores nocturnes empêchent les administrés de dormir? Mais tout d'abord, on peut engager la responsabilité du maire qui ne serait pas intervenu pour prévenir une nuisance sonore nocturne. Donc, premier élément, l'engagement de la responsabilité de l'État pour carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de police. Le deuxième élément qu'on peut utiliser, c'est la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public. Donc, un ouvrage public, ça peut être une éolienne qu'on implante à côté d'une maison. Cette éolienne fait du bruit, le préjudice est anormal et spécial. La personne a droit d'être indemnisée. Le troisième outil qui peut être utilisé, c'est un outil préventif. On peut faire un recours contre une DUP et faire valoir dans le contrôle du bilan que les nuisances sonores sont trop importantes et que ça porte atteinte au droit au sommeil. Et puis enfin, il y a une jurisprudence qui a été rendue récemment à propos d'une salle des fêtes qui venait d'être réaménagée et agrandie par la commune de Prouvy. Et dans cette salle des fêtes, en fait, les gens faisaient la fête et ça faisait beaucoup de bruit. Et les voisins ont engagé la responsabilité décennale des constructeurs en indiquant qu'une salle des fêtes dans laquelle on ne pourrait plus faire la fête serait impropre à sa destination. Et donc le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs peut aussi être invoqué. Donc je pourrais terminer cette intervention en indiquant que pour clarifier le statut de ce droit et parce que ça constitue un signal fort pour sa protection, on ne peut militer que pour sa constitutionnalisation dans le bloc de constitutionnalité et réitérer dans cette optique l'appel qui avait été fait par Roger Léron au moment de l'adoption de la charte de l'environnement. Je vous remercie et j'espère que j'ai pas été trop long.